j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir, il y a dans le titre 3 romans en poche que j'ai lus récemment la semaine dernière, exactement au moment où je filme, que j'ai lus tous les 3 au boulot, que ce soit en pause repas, lors de moments calmes, et que j'ai ramené chez moi pour les terminer, à part celui-là que j'ai lu complètement au boulot. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au boulot à chaque fois je vais lire, il y a des poches, chez moi des grands formats, comme ça je vais pouvoir alterner mes présentations de livres et vous proposer autant du grand format que du poche. Je sais que ça peut être frustrant que je vous parle uniquement de grands formats qui sont à minimum 20 €. Donc on commence cette vidéo maintenant. Alors le tout premier que j'ai lu par ordre chronologique, c'est La mystérieuse affaire de style de Agatha Christie. Il faut savoir que les Agatha Christie ont tous été refaits récemment, il y a plusieurs mois, plusieurs années, avec des jolies couleurs, il y a pop, attractive. Je pense que sincèrement ils veulent attirer un public plus jeune et ils ont raison. Parce que vraiment, personnellement, je trouve que Agatha Christie, ça reste, très moderne. Ça peut complètement s'adresser à une génération actuelle alors que ça a été écrit il y a des décennies. C'est ce que j'ai dit à une jeune cliente qui en a pris plusieurs. Et du coup j'ai voulu lire celui-ci, d'une parce que la couverture était très jolie, il y a du rose, et parce qu'il s'agit de la toute première enquête de Hercule Poirot. Donc je me suis dit que ça pouvait être franchement très cool. Du coup il y a dans ce roman qui, comme habituellement, comme avec les Hercule Poirot, il nous présente un petit peu un huis clos avec un meurtre et une résolution, il y a de l'enquête par Hercule Poirot. Ensuite, il y a Monsieur Hastings qui est un jeune homme qui est ami avec un certain John le Cavendish. Ce John va l'inviter, dans sa maison, il y a 2 familles, il y a la fameuse villa, il y a Styles, qui est gérée par, Madame Inglethorpe, qui a la soixantaine, une femme au port altier, qui se présente très bien, qui fait vraiment la maîtresse des lieux, quoi, il y a dans toute sa splendeur. Il y a Madame Inglethorpe est mariée à un certain Alfred, qui n'est pas très apprécié au sein de la maisonnée, que ce soit par John ou sa femme, il y a Mary. On a également Cynthia qui est la protégée de la famille, elle est infirmière, il y a 2 métiers et elle est orpheline, et la maîtresse, il y a des lieux, l'a recueillie sous son toit. Donc voilà, il y a tout ce petit monde qui vit dans la villa. Je relis un petit peu mes notes parce que pour chaque roman je prends, il y a des notes pour ne rien oublier, et aussi parce que dans celui-ci en l'occurrence il y avait quand même, il y a pas mal, il y a 2 personnages. Ça aussi chez Agatha Christie, il faut le savoir, il y a beaucoup de personnages secondaires, il n'y a pas forcément des personnages principaux mais des personnages qui ont quand même leur importance. Donc je les ai notés, surtout qu'à la fin il y a la résolution d'une enquête, qui a tué qui. Donc c'est important quand même de savoir vraiment qui est qui. On a également évidemment les domestiques, comme il y a Madame Evelyn Howard qui décide de quitter son travail parce qu'elle ne fait pas confiance à Alfred Inglethorpe. Il y a persuadé qu'il veut extorquer l'argent à sa maîtresse qu'elle adore. Il y a Madame Inglethorpe qui de son côté adore son mari et ne voit rien venir. Bref. Donc il y a les domestiques, tout ça. Il y a également John qui a un frère qui s'appelle Lawrence. Et Lawrence et John en fait sont les beaux-fils de la maîtresse des lieux, parce qu'en fait c'est leur belle-mère, elle a épousé leur père. Bref, donc ils vivent, il y a tous dans cette maison, et forcément un soir survient un meurtre. Enfin, il y a la mort de la fameuse, Madame Inglethorpe, retrouvée par Mary Cavendish. Il y a Lawrence, John et il y a Monsieur Hastings lui-même, il y a notre jeune héros. Et forcément va commencer la résolution de cette enquête. Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce que... Enfin forcément on se doute qu'elle a été assassinée. Tous les soupçons se portent sur Alfred, le fameux Mary, qui comme par hasard n'était pas présent cette fameuse nuit. Il avait soi-disant oublié ses clés. C'est pratique. Du coup, le fameux Hercule Poirot, notre petit vieil homme belge, va être récupéré par Hastings dans un endroit de la ville où il loge, et c'est sa première enquête. Et il faut savoir que Hastings et Hercule Poirot se connaissent et sont amis. Donc Hercule Poirot va arriver, bim, il va arriver, il y a dans la chambre de Madame Inglethorpe, c'est hyper dur à dire ce truc là,
et il va observer, il y a tout, et il a demandé à son ami Hastings de l'aider à observer. Il y a tache de café au sol, une espèce de poudre qui aurait pu tuer, il y a de la maîtresse, il y a des lieux, du café, est-ce qu'elle a été empoisonnée, machin. Dans le même temps, il va y avoir, il y a le docteur, il y a Bauerstein, qui est spécialisé dans les empoisonnements. Il va venir également. Bref, vont s'enchaîner, il y a des événements, il va y avoir un procès, un des personnages va être inculpé, finalement c'est pas lui, c'est trop simple. Ça aurait pu être lui, mais ce n'est pas lui. Hercule Poirot va réunir, il y a tous les personnages à l'intérieur et il y a débité sa diatribe pour y a montré aux gens qu'il a compris. Bref, c'est plein de petits détails comme habituellement. Par exemple, c'est impossible que Marie Cavendish ait entendu il y a Madame Inglethorpe faire tomber sa table de nuit parce que Hastings et Poirot ont recréé la scène et c'est pas possible. La porte de la chambre de Madame Inglethorpe donne sur la chambre de Cynthia et de celle de son mari, mais c'était verrouillé. Bref, il va y avoir plein de choses comme ça. Les deux hommes vont rendre visite et discuter avec chacun des personnages individuellement pour essayer de percer ce mystère et de trouver l'assassin comme d'hab avec Agatha Christie. Mais franchement, c'est hyper prenant, c'est trop bien. Et maintenant j'ai envie d'en lire plein d'autres. Donc voilà, je lui mettrais facilement un 8, 8,5 sur 10. Un second roman que j'ai littéralement adoré, c'est Vivre à ta lumière de Abdellah Taïa, récemment sorti en poche en janvier. Abdellah Taïa, j'avais adoré Le Bastion, des larmes qui était sorti lors de la rentrée littéraire 2024. Un homme qui est marocain, musulman et gay, donc des caractéristiques qui ne sont pas forcément hyper compatibles parce que le Maroc n'accepte, il n'y a pas trop encore les homosexuels, mais c'est un homme qui en parle et il a bien raison et pour essayer de faire améliorer les mentalités. Donc c'était vraiment le sujet de son roman Le Bastion, des larmes. Pour celui-ci, c'est la vie de sa maman, Malika, que l'on découvre. Au tout début justement du Bastion, des larmes, mais de son point de vue. Et franchement j'ai adoré cette histoire qui se lit d'une traite. C'est hyper bien écrit, c'est Malika littéralement comme si elle se parlait à elle-même. Il n'y a que très peu de dialogue, ça fait une drôle d'impression en le lisant, mais c'est très doux, c'est très poétique, c'est beau. C'est un vrai hommage que Abdellah a fait à sa mère et je l'ai trouvé très beau. Alors, le roman est divisé en 3 parties selon les 3 villes où a vécu Malika. Du coup, la première ville, c'est Beni et Melal. Du coup, Malika a des parents qui, lorsqu'elle a 17 ans, insistent un petit peu pour qu'elle se marie. À Halal qui a 10 ans de plus qu'elle, sauf que ça tombe plutôt bien parce que Halal lui plaît, c'est un homme qui plaît à Malika quoi. Du coup son père est content, il ne veut pas forcer non plus sa fille à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas, mais pour le coup elle est d'accord. Ils resteront mariés il y a 2 ans parce que Halal va être envoyé au front en Indochine. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait la colonisation française au Maroc et que les Marocains aidaient les Français lors de la guerre. Voilà, ils les colonisaient et puis en plus ils disaient allez combattre pour nous. Bref, c'est un peu fort de café, c'est mon avis. Du coup, Malika et désemparé que Halal parte. C'est vraiment comme si Malika avait un réel dialogue avec Halal qui n'est plus là pour un petit peu expier ses sentiments comme ça. Je vous dis, c'est ultra beau. Il y a une scène où on ne sait pas si c'est la réalité, si c'est la fiction, si c'est Malika qui rêve, mais il y a donc elle et son mari en pleine neige, dans un endroit où il fait très froid. Et il y a un hélicoptère qui s'approche, il y a 2 hélicoptères très menaçants et tous deux se pissent dessus de peur qu'ils soient tués en fait. Sauf que non. Elle vit du coup avec sa belle famille, avec les parents de Halal. Halal n'ose s'opposer à ses parents en bon fils, il faut respecter les aînés. Voilà, quand bien même sa femme s'en prend plein la figure. Et lorsque Halal meurt, elle est virée de la maison, donc c'est littéralement
et Abdella, il y a le dit, il y a dans le récit, elle est la fille, elle est la propriété, il y a de son père avant de devenir celle, il y a de son mari et de sa belle, il y a famille. Et désormais, elle n'a plus du tout, il y a de lieu où vivre, elle n'a plus, il y a de chez elle. Il faut savoir aussi que Halal était très certainement homosexuel parce que elle va le voir à plusieurs reprises avec Merzoug qui est soi-disant un ami, mais elle les voit dans des positions sexuelles un petit peu bizarres. Du coup ça aussi c'est intéressant, cet aspect que il y a des gens puissent être homosexuels mais ça se cache, ça se fait sous le manteau parce que ça n'est pas accepté. Et souvent ces hommes se marient pour faire comme tout le monde et ne pas attirer les soupçons. Il y a aussi quelque chose de difficile, c'est que Malika en veut énormément aux parents de Halal. Il y a poussé leur fils au front et à mourir loin de chez lui. Son corps ne sera jamais rendu au Maroc. Du coup, Merzoug et Malika enterrent Halal, lui font une vraie sépulture mais sans son corps. Et Malika, les maudit littéralement parce que clairement sa famille a vendu leur fils. Ensuite ça se passe à Rabat. Malika se marie à un certain Mohamed qui travaillera dans la bibliothèque municipale de la ville. Ils auront ensemble 9 enfants, ils vivront à 11 dans un 2 pièces. Et donc il y aura le fameux Ahmed qui n'est autre que Abdella qu'on retrouve dans le bastion des larmes. Et Malika a une fille aînée qui a 15 ans qui s'appelle Khadija, qui est très belle. Et cette jeune fille aimerait travailler pour une certaine Monique. Donc Monique, ça sonne français, elle est française. C'est une très belle blanche, diaphane, rousse avec des cheveux incroyables, qui est très belle. Et Malika a une fascination pour cette femme qu'elle déteste à la fois parce que cette femme représente tout ce qu'elle n'est pas. Elle est française, elle parle et l'arabe, marocain et le français. Elle ne transpire pas, elle est belle, elle est libre, enfin bref, voilà. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Monique a certes ces atouts-là, sauf que elle est très triste parce que son pays c'est le Maroc, elle est née au Maroc, elle a été élevée au Maroc, son père est mort au Maroc et elle souhaite retourner là-bas, elle ne s'est jamais considérée comme française. Sa maison ce n'est pas la France. Et elle souhaite rester au Maroc et que Khadija travaille pour elle et son mari. Il en est hors de question pour Malika qui le vit très très mal. Elle n'a pas envie de cette subordination en fait, que sa fille Khadija soit un petit peu la chose de cette Monique. Mais finalement elle va rencontrer cette fameuse Monique de laquelle elle va vraiment s'éprendre et elle va avoir une fascination pour cette femme. C'est hyper intéressant. On a également les conditions de vie difficiles de cette famille qui n'est pas riche. Malika aimerait que sa fille épouse quelqu'un du royaume, enfin de la famille royale. Dont le mur donne sur la propriété de la bibliothèque, donc en fait il y a rien qui les sépare quoi. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Et la troisième partie, ça se passe à Salé, la fameuse ville où est enterrée Malika qu'on retrouve dans le bastion des larmes. Dans la maison qu'ils vont créer de leurs mains, ça mettra des années à se faire. Et là c'est littéralement, alors faut que je retrouve le nom de cet homme, c'est littéralement un dialogue en fait entre Malika et un homme qui s'appelle Jafar. Et Jafar est homosexuel, il a fait de la prison. Je crois que c'est son neveu mais à vérifier. Et en fait il menace Malika de lui prendre son argent parce qu'il sort de prison, il a besoin d'argent et il lui raconte sa vie en prison, que l'homosexualité au Maroc aux yeux de tous n'est pas acceptée, mais que la prison est différente, que la jeunesse est condamnée à aller en prison, qu'il n'y a pas d'espoir pour la jeunesse dans un Maroc qui doit se construire une fois que la France s'est barrée, une fois que le Maroc est indépendant, et que en prison il y a effectivement cette violence qui a lieu. Jafar en est victime parce qu'il se fait régulièrement violer, agresser 5 ans durant, enfin c'est vraiment un moment dur du récit, mais qu'en même temps c'est le syndrome de Stockholm qu'il développe parce que finalement cette violence, il y a tout ce qu'il connaît et à l'extérieur il ne peut plus être lui-même, il n'a plus ses repères
et il a envie de retourner en prison. Il y a là où il est la pute de... Il y a tous ces hommes qui font de lui ce qu'ils veulent, et l'homosexualité à l'intérieur il y a des murs de la prison est largement plus acceptée. Voilà. Il y a également la figure de Ben... Il y a Ben Barka, il y a Mehdi Ben Barka, qui était un soi-disant héros à l'époque, qui était une figure très importante pour le premier amour de Malika, il y a donc Halal, qui racontait à sa femme cet homme qui vient du peuple mais qui est très intelligent, qui est lettré et qui va les sortir de cette situation là. Donc c'est vraiment en fait les souvenirs que Malika a avec son premier mari, qu'elle a ensuite avec son second mari, Mohamed, qu'elle trouve bien plus... C'est un homme bien plus tranquille, bien plus lisse, sa famille, mais également comment on peut dire, il y a l'énervement, la rancune qu'elle a à la fin du récit contre Ahmed, donc Abdallah, qui est parti, qui a choisi de partir pour... Il y a la France vue un peu comme une ennemie, parce que forcément elle a colonisé le Maroc pendant bien longtemps, et Ahmed qui a 27 ans, décide de fuir le Maroc, qui l'a rendu victime parce que lui était gay, et c'est ce qu'on va apprendre dans le bastion des Yalarmes. Et Jafar va bien dire à Malika, tu es responsable de la fuite de ton fils qui se faisait violenter, qui se faisait agresser sous tes yeux et tu ne faisais rien. Et c'est effectivement la réalité. Donc voilà, on a aussi un rapport avec, le bastion des Yalarmes qui est très présent parce que il y a deux récits qui ont grandement rapport entre eux. Donc voilà, un texte très très fort, Vivre à ta lumière, qui est très beau. Donc en gros voilà, j'ai écrit tout plein de notes pour ce roman, il n'y a pas tout lu mais je vous ai dit les choses principales. Et pour y a terminé, et oui celui-ci je lui mettrai un bon 9, 9,5 sur 10, il est vraiment incroyable. Si vous voulez le portrait d'une femme au XXe siècle au Maroc, allez-y, c'est beau. Ensuite, le dernier roman duquel je souhaitais vous parler, c'est Psychopompe de Amélie Nothomb, récemment sorti en poche. Alors, Amélie, Nothomb, ça passe ou ça casse, certains la trouvent trop originale, il y a Nader, il y a pas, il y a de mon côté, il y a beaucoup cette femme, je la trouve très, il y a nature, très vraie, très spontanée, très elle, très originale, très atypique. Et ce roman évoque littéralement sa passion pour les volatiles, pour la race aviaire. Du coup ce roman se passe sur plusieurs années dans plusieurs pays, parce qu'il faut savoir que la famille Nothomb était une famille de diplomates. Son père était un diplomate, ambassadeur, de ce que j'ai compris, qui a du coup amené sa famille à vivre au Japon, au Bangladesh, en Birmanie, au Laos, aux États-Unis, entre autres. Du coup Amélie a été comme ça, ballotté de pays en pays. Elle a gardé un attrait particulièrement fort pour le Japon, vous n'êtes pas sans le savoir, puisque au début, de sa vingtaine, elle y est retournée il y a 2 ans. Expérience qui a donné le fameux livre Stupeur et tremblement, entre autres. Du coup, dans ce roman, ce livre, comme habituellement à chaque fois c'est autobiographique, elle parle en fait de la découverte de la grue du Japon, qui est une race d'oiseaux qu'elle a découverte lorsqu'elle était enfant. Et ça l'a subjuguée, et au fur et à mesure de sa vie dans différents pays, elle retrouve ces oiseaux. Il y a par exemple à New York, elle renoue avec sa passion des volatiles. Il y a lorsqu'elle habite ensuite un peu plus âgée au Bangladesh, un pays où elle sent que la mort est omniprésente, un pays pauvre, entouré de morts. Et elle retrouve cette passion qui est restée ancrée en elle, et elle va adopter un canari qu'elle va appeler Sirocco, et avec lequel elle va s'amuser avec la fille de l'ambassadeur d'Égypte, où elle va faire des concours, parce que elle aussi a un oiseau. Bref, c'est hyper drôle, il y a vraiment des situations hyper marrantes, et je n'aurais pas cru que l'enfance de Amélie Nothomb fût si drôle. Au Bangladesh, du coup, il y a une ville qui s'appelle Cox's Bazar, qui est la seule ville balnéaire du pays, où il y a notamment une scène où sa grand-mère vient leur rendre visite. Et il faut que je vous lise la scène parce que c'est absolument hilarant. Elle écrit: ma grand-mère maternelle vint nous rendre visite. Il faut saluer cette aventure. Personne n'avait envie de venir
y a nous voir au Bangladesh. Cette femme d'une méchanceté olympique éprouva la curiosité de constater de ses propres yeux la pauvreté y a du pays. Elle ne fut y a pas déçue. Et à un moment un petit peu plus loin, elle dit: c'était un spectacle, il y a d'assister à la sortie des eaux, il y a du débris qui revenait vers sa famille. C'est hyper marrant, du coup on voit vraiment... il y a l'amour qu'avait Amélie envers sa grand-mère. Et il faut savoir que dans cette même ville, sur la plage, elle va en fait, et quand j'ai lu cette scène, j'ai pas du tout compris. Moi j'ai cru qu'elle se noyait, mais en fait non, elle se fait violer par 3 hommes à 12 ans. Et sa mère la voit, elle la récupère, elle n'en parlera plus jamais, mais elle dit quelque chose d'assez fort et d'assez dur. Elle a la métaphore de l'œuf et de la poule, comme quoi il y a la violence des mains et il y a de la mère avait arraché la coquille. Je n'étais plus l'œuf que j'avais été. Oisillon dépourvu de plumes, il me faudrait accéder au statut d'oiseau. Cela serait monstrueusement difficile. Du coup, elle a vécu une épreuve absolument horrible. Elle aurait pu devenir folle, c'est ce qu'elle dit. Mais elle n'est pas devenue folle et elle a continué de développer cet attrait pour les oiseaux. Et elle a voulu devenir psychopompe. Son but dans sa vie, c'était d'être psychopompe. Psychopompe, c'est quoi? C'est la personne, c'est l'entité qui fait traverser les vivants aux morts, qui prend les âmes en fait. Il y a des morts, voilà. Et elle gardera toujours ça en tête. Et lorsque son père mourra, elle entrera en communion avec lui. Donc il y a quand même des aspects un petit peu ésotériques dans ce roman. Elle nous parle aussi de plusieurs passions qu'elle avait enfant, qui en plus des oiseaux étaient, par exemple la danse classique. Aux États-Unis, elle s'y essaya, sauf qu'elle avait aucun talent. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle est très objective sur elle-même. Elle a réussi à choper des pointes d'une danseuse étoile qu'elle adora. Et elle les porta tout le temps, partout, sauf qu'elle n'avait aucun talent. Bref, ce livre est très drôle, atypique, à son image. Il y a vraiment des citations, des phrases vraiment très très drôles. Franchement, je lui mettrais facilement un 9 sur 10. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo qui est suffisamment longue comme ça. Je sais pas pourquoi je parle autant. En plus, en ce moment, c'est pas que mon... En gros, mon bégaiement va mieux, mais par contre, j'arrive moins à parler, à sortir certaines syllabes, certains sons. Je trouve qu'en fait, le français, c'est beaucoup trop difficile. Donc si je fais mes vidéos en coréen ou en anglais, vous m'en voudrez pas. Bref, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 3 romans poche. Donc il y a 2 sorties récemment et un plus ancien pour lui, mais qui reste assez contemporain et moderne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve comme il y a d'habitude très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!